Oui, on vous entend. On peut commencer? Oui, madame. Oui, madame. Vous voyez l'écran? Oui. Oui, madame. Alors, bonjour. Bonjour, madame. Donc aujourd'hui, on continue avec les glandes endocrines. Il reste l'épiphyse et le pancréas endocrinien. Donc on commence d'abord par l'épiphyse. Donc l'épiphyse, ou appelée aussi la glande pénéale. Alors c'est une petite glande endocrine située au niveau de l'épithalamus du cerveau des vertébrés. Donc, a été nommée ainsi car elle ressemble à une pomme de pin et donc située à l'extrémité donc postérieure du troisième ventricule, au-dessus du toit du déencéphale, auquel elle est rattachée par une courte tige. Donc, elle est de forme conique. Donc, c'est un petit organe donc, qui fait donc, de 7 à 10 mm de haut, avec un poids de 100 à 200 mg. Le rôle de l'épiphyse, c'est la sécrétion de la mélatonine. Donc, c'est une hormone de sommeil à partir de la sérotonine. Donc, c'est une hormone du sommeil, donc sécrétée majoritairement la nuit. Donc, avec un pic entre 11h le soir vers 7h du matin. Et sur le plan donc, embryologique, donc, l'épiphyse est d'origine neuro-ectoblastique, donc à partir d'une ivagination du déencéphale. Donc, il pointe sous forme d'un petit corps, ce qu'on appelle le corps pénéal, au cours du deuxième mois de développement embryonnaire, c'est-à-dire la 10e semaine de développement embryonnaire. Je répète pour l'épiphyse. J'ai dit l'épiphyse, appelée aussi la glande pénéale, donc c'est une glande petite, donc endocrinienne, et donc située au niveau de l'hypothalamus du cerveau, plus précisément à l'extrémité postérieure du troisième ventricule. Donc ce que vous voyez ici, ça en rose, c'est l'épiphyse. Donc située au niveau de l'hypothalamus. Donc on a le thalamus, l'hypothalamus, et ça c'est l'hypothalamus. Donc au niveau du troisième, l'extrémité postérieure du troisième ventricule, et donc au-dessus du toit de déencéphale. Donc c'est un petit organe donc, qui fait donc, de 7 à 10 mm avec un poids de entre 100 et 200 mg. Le rôle de l'épiphyse, c'est la sécrétion de mélatonine. Mélatonine, c'est-à-dire est sécrétée donc, par la sérotonine, et la sérotonine donc sécrétée donc, par la tryptophane, l'acide aminé, donc la tryptophane. Voilà. Et l'origine, quelle est l'origine de l'épiphyse? D'origine neuro-ectoblastique. D'accord? À partir de la 10e semaine de développement embryonnaire, ou bien le 2e mois de développement embryonnaire. C'est clair pour généralité? Oui, madame. Maintenant, on passe à la structure histologique. Madame. Pardon? Madame.
Oui. Pourquoi on a dit majoritairement la nuit? Donc, elle est sécrétée pendant la journée. Bon, en général, c'est la sécrétion surtout la nuit. C'est surtout la nuit. Peut-être il y a une petite quantité qui est sécrétée la journée, mais beaucoup plus la nuit. D'ailleurs, on est appelé hormones du sommeil. Donc, d'ailleurs, les stimulations selon la lumière et l'obscurité. D'accord? Mais surtout la nuit. D'accord, merci. Madame. Maintenant, je passe à la structure histologique. Donc, Madame. Oui. Vous pouvez répéter pour les généralités, s'il vous plaît? Oui. Alors, l'épiphyse, donc, c'est appelé aussi la glande pinéale. Donc, d'ailleurs, selon leur nom, ressemble à une pomme de pin. Et donc, c'est une petite glande endocrine située où? Située au niveau de l'épithalamus. Ça, c'est le thalamus, ça, l'hypothalamus, et ça, c'est cette région-là, c'est l'épithalamus. Donc, située au niveau de l'épithalamus du cerveau. Plus précisément, au niveau de l'extrémité postérieure du troisième ventricule. Et au niveau, c'est-à-dire au-dessus du toit du déencéphale. Et donc, elle est rattachée par une courte tige, ce que vous voyez ici. Ça, une courte tige. Et donc, la taille, donc à peu près entre 7 et 10 mm de haut, avec un poids entre 100 et 200 mg. Le rôle de l'épiphyse, c'est la sécrétion de l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. La mélatonine lui-même sécrétée par la sérotonine. D'accord? Et donc, c'est une hormone de sommeil. L'origine de l'épiphyse, donc c'est une structure quand même nerveuse. Donc, elle est d'origine neuro-ectoblastique à partir de la 10e semaine de développement embryonnaire ou le 2e mois de développement embryonnaire. Donc, il va former d'abord sous forme d'un corps pénéal et par la suite, donc, il va terminer leur organogénèse. Maintenant, c'est clair pour généralité? Oui, merci, madame. Alors, pour la structure histologique, donc, la glande pinéale, c'est une glande endocrine. Et faite de quoi? Faite de cellules. Cette cellule-là a une activité neurosécrétrice, c'est-à-dire elle a deux caractéristiques. Des cellules donc nerveuses et en même temps, c'est des cellules glandulaires qui présentent des graines de sécrétion au niveau de leur cytoplasme. Et donc, comme tout organe, la glande est entourée donc par une capsule. Cette capsule, donc, elle est conjonctivo-fibreuse et fine, donc faite d'une couche de la pinnaire. Et donc, cette capsule va émettre des travées conjonctives. C'est toujours les voies de marche et ou de passage des vaisseaux sanguins et des nerfs qui va cloisonner la glande pinéale. Donc, la glande endocrine, donc c'est une glande qui est, on peut dire, neuro-endocrine. Elle est faite de quoi? De cellules. Ces cellules-là ont deux activités, deux caractéristiques, c'est-à-dire neurosécrétoires. Donc, cellules nerveuses, la morphologie, l'aspect d'une cellule nerveuse, comme les neurones, et sécrétrices, c'est-à-dire qui présentent des graines de sécrétion au niveau de leur cytoplasme. Et comme tout organe, la glande pinéale est encapsulée, donc entourée par une capsule. Cette capsule, elle est fine et conjonctivo-élastique, faite de tissu conjonctif et de fibres. Et donc, cette capsule-là, donc, gît la couche de la pinnaire. Et donc, cette capsule va émettre des travées à l'intérieur de la glande. Donc, c'est des travées conjonctives, c'est les voies de passage des vaisseaux sanguins et des nerfs qui va cloisonner la glande pinéale. Et donc, on retrouve dans l'épiphyse, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des pinéalocytes. Des pinéalocytes,
des cellules gliales, des fibres nerveuses et des capillaires sanguins. Toujours le type de capillaire sanguin est fenêtré. D'accord? Donc, la structure de l'épiphyse est faite de 4 éléments. Oui. Vous m'entendez? Oui, madame. Très bien. Oui, madame, je vous entends. Très bien. Donc, la structure de l'épiphyse est faite de 4 éléments. Donc, on a les pinéalocytes. Les pinéalocytes, en arabe, il y a aussi des cellules gliales, c'est les cellules de soutien, donc c'est des astrocytes. On a aussi des fibres nerveuses et des capillaires sanguins. Le type des capillaires sanguins, c'est des capillaires sanguins fenêtrés. D'accord? C'est clair? Oui, madame. Oui, c'est clair. Alors, on commence d'abord par les pinéalocytes. Alors, les pinéalocytes, ce sont des cellules, donc glandulaires, sécrétrices de mélatonine. Donc, les pinéalocytes, ce sont des cellules glandulaires sécrétrices de mélatonine. Et donc, qui sont, les pinéalocytes sont organisés donc en cordon ou en amas. Elles représentent à peu près de 95% de la population cellulaire de l'épiphyse, d'accord? Avec des prolongements. Donc, les pinéalocytes, ce sont des cellules volumineuses quand même, avec un noyau volumineux et qui présentent aussi des prolongements cytoplasmiques. Donc, les prolongements cytoplasmiques, on a 2 prolongements cytoplasmiques. Les prolongements cytoplasmiques, on a un prolongement cytoplasmique qui est donc atrophique, qui contient donc les petites vésicules avec des mitochondries, de nombreuses mitochondries. Et aussi, on trouve aussi... Vous pouvez répéter. D'accord. Alors, les pinéalocytes, 1 minute. Pardon? Sur les prolongements, madame, hein, le reste, je l'ai bien compris. كنت قاطعة كندي تدوران. Ah, d'accord. يتوحوا يوم الصف ناضي كيني يكسانا راه كنا Alors, بيا pardon? Elle vient de revenir, on assiste. Donc, les pinéalocytes, on a dit, les pinéalocytes, ce sont les cellules glandulaires sécrétrices de mélatonine. Mélatonine. Et la mélatonine joue un rôle donc de contrôle des rythmes biologiques. Ce sont des cellules donc de grande taille. Ce sont des cellules volumineuses avec un noyau donc volumineux. Et donc, ces cellules-là sont organisées en cordon ou en amas. Donc, les pinéalocytes représentent 95% de la population cellulaire de l'épiphyse. Et les pinéalocytes donc, présentent un noyau volumineux avec des prolongements cytoplasmiques. Ces prolongements cytoplasmiques, on a 2 prolongements cytoplasmiques. Il y a un prolongement donc, qui contient des petites vésicules avec de nombreuses mitochondries et aussi on trouve le système des cytosquelettes et les microtubules. Et on a le deuxième prolongement. Le deuxième prolongement, c'est un prolongement donc, qui est développé et appelé le prolongement neurosécréteur. Et donc, à partir de ce prolongement, donc, c'est-à-dire au niveau de leur extrémité, il y a donc au niveau de l'extrémité de ce prolongement, il y a donc des vésicules ou des graines de sécrétion qui vont donc diverser dans les capillaires sanguins. D'accord? Et aussi, on peut trouver des gouttelettes lipidiques. Donc ça, j'ai ajouté ce schéma pour mieux comprendre la structure des pinéalocytes. Donc, ce que vous voyez ici, donc c'est la
c'est une pinéale aussi. Donc, regardez, c'est une cellule volumineuse, donc avec un noyau quand même volumineux. Et regardez l'aspect, comme on dirait comment faire un cheval. Et donc, présente deux prolongements. On a deux prolongements cytoplasmiques. Donc, le prolongement atrophique qui présente donc les petites vésicules et on trouve des mitochondries, de nombreuses mitochondries et aussi le système des microtubules, c'est-à-dire on trouve beaucoup plus les microtubules. Et le deuxième prolongement, c'est le prolongement neurosécréteur. Donc, à partir de son extrémité, c'est-à-dire ça, c'est l'extrémité qui contient des grains de sécrétion qui vont diverser donc l'hormone au niveau du capillaire sanguin qui est de type fenêtré. D'accord? Et on peut trouver aussi des gouttelettes lipidiques au niveau du cytoplasme. D'accord? Est-ce que c'est clair pour la structure de pénialocyte? Madame. Vous m'entendez? Madame. Je crois. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, madame, on vous entend. Vous m'entendez? Oui. On a dit انت شو بلوغ سلاد صح. سامية تهضر راسو كيتسرر دونك يبان. هي اللي ما تسمعش حنا نسمع. اوكي ميرسي. وي. Moi, je ne comprends pas. أقلقتك جاي الصوت وخصوصا. Est-ce que c'est clair pour les pénialocytes? C'est clair? Madame, j'ai une question. Oui. Sur le premier prolongement atrophique, elle contient des petites. Vous avez dit qu'elle contient des petites vésicules qui sécrètent aussi de la sérotonine. Elle contient. Sincèrement, je ne sais pas. Sincèrement, ils disent que la structure au niveau du prolongement atrophique, il y a des petites vésicules, il y a des mitochondries, il y a des microtubules, mais le rôle, aucune idée. Ils parlent beaucoup plus à l'aide le prolongement neurosécréteur. C'est-à-dire à partir de ce prolongement, les graines de sécrétion, la synthèse de la mélatonine, il va donc vers cette partie distale qui est dilatée. Par la suite, il va diverser donc le produit au niveau des capillaires sanguins. Est-ce que c'est clair? D'accord, madame. D'accord? Ils ont parlé beaucoup plus à l'Hada, parce que Hada, c'est qui développé. D'accord? Madame, chez les pinéalocytes, on ne retrouve pas les dendrites et l'axone, comme chez les autres cellules nerveuses. Oui, parce que, en fait, c'est une cellule nerveuse, mais elle a des modifications par rapport aux autres neurones, aux autres cellules nerveuses. Peut-être ça considéré comme dendrites, je ne sais pas. Mais il présente deux prolongements cytoplasmiques, c'est tout. D'accord? Même pour l'aspect du noyau, le noyau, regardez. Le noyau, comme si un aspect en cheval, c'est-à-dire un noyau qui est échancré. Voilà. Avec nucléole proéminent. On voit aussi le nucléole. Donc, elle présente quand même un aspect caractéristique. D'accord? Madame. Oui. Pourquoi on dit que la mélatonine est sécrétée à partir de la sérotonine, mais on dit que la mélatonine est sécrétée à partir de la sérotonine, mais ici, les cellules contiennent des grains de sécrétion pour la mélatonine. Pourquoi on avait dit que la mélatonine est sécrétée à partir de la sérotonine? Vous m'entendez? Oui, madame. Oui, on vous entend. Oui, Anadine. Vous m'entendez? Oui. Donc, oui, madame. Il y a parmi vous qui a posé une question, non? Mais je ne vous entends pas. Alors. C'est l'année dernière. Madame. Oui. Pardon.
Madame, pourquoi on avait dit que la mélatonine est sécrétée à partir de la sérotonine, mais que les pinéalocytes ont des gains de sécrétion pour la mélatonine? Oui, oui. Bon, la première étape, c'est la sécrétion donc à partir d'acides aminés, de la tryptophane. La tryptophane, c'est comme les hormones, par exemple, thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes à partir de tyrosine. Tyrosine, ensuite, il va subir des réactions et tout, la formation de la thyroglobine, par la suite T3, T4. Et là, la même chose, tryptophane, par la suite sérotonine, par la suite la mélatonine. D'accord? Madame, ces gains de sécrétion sont les gains de sécrétion de la mélatonine? Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Donc, on peut dire la sérotonine est un précurseur de la mélatonine. C'est ça? Oui, oui. C'est des trucs Madame, aidez-le. chimiques. Ok. Madame. Oui. Madame, j'ai pas compris. C'est quoi le rôle de cette hormone, la mélatonine? Par la suite, après qu'il l'a collé, quand on fera, Inch'Allah, l'histophysiologie. D'accord? On termine d'abord la structure, après, on va faire le rôle. D'accord? D'accord. Donc, c'est clair pour la structure, pour les pinéalocytes? Oui, madame. Donc, il y a aussi la structure de pinéalocyte aussi, il y a la bandelette synaptique. La bandelette synaptique, c'est l'association des vésicules. Sérotonine. Pardon? Donc, la bandelette synaptique, c'est l'association des petites vésicules avec les microtubules. On le trouve aussi la structure pinéalocyte. D'accord? On trouve aussi des cellules gliales. Donc, entre les pinéalocytes, la structure de l'épiphyse est faite de 4 éléments. Les pinéalocytes qui représentent 95% de la population cellulaire. Et on trouve entre les pinéalocytes, on trouve les cellules gliales. Les cellules gliales ou les astrocytes, ce sont des cellules de soutien. Et on trouve aussi des fibres nerveuses, donc qui parcourent le long de la cellule, c'est-à-dire de pinéalocyte. D'accord? Et le capillaire sanguin, donc ce sont des capillaires sanguins type fenêtrés. D'accord? Madame, pour les bandelettes synaptiques. Est-ce que vous pouvez... Oui. La bandelette synaptique, est-ce que vous pouvez répéter? Oui. Donc, la structure des pinéalocytes, on trouve la bandelette synaptique, donc localisée toujours toujours la structure du pinéalocyte. Il y a donc la bandelette synaptique. La bandelette synaptique est faite de quoi? C'est l'association des petites vésicules avec le système de cytosquelette, c'est-à-dire les microtubules. Il y a l'association des deux, on a la bandelette synaptique. D'accord? D'accord? Oui. Rôle particulier. Pardon? Pas un rôle particulier. Oui, oui. C'est juste la structure. Ils ont détaillé juste la structure, mais par rapport au rôle, ils n'ont rien dit. Donc, je ne sais pas, sincèrement. Juste la structure, c'est la bandelette synaptique. Ils disent que c'est une association des microtubules avec les petites vésicules. Ça, c'est les microtubules et ça, c'est les petites vésicules. D'accord? Donc, il y a aussi des cellules gliales. Donc, je répète pour les pinéalocytes. Les pinéalocytes, ce sont des cellules glandulaires, donc sécrétrices de mélatonine. Ce sont des cellules volumineuses de grande taille avec un noyau donc volumineux, échancré et donc organisé. Ces cellules sont organisées soit en cordon ou en amas et donc représentent 95% de la population cellulaire de l'épiphyse avec donc deux prolongements. Un prolongement atrophique qui contient donc les petites vésicules avec les mitochondries donc, et aussi les microtubules. Et un deuxième prolongement, le prolongement neurosécréteur qui est développé, donc qui
au niveau de sa partie terminale, il présente une dilatation, il présente des grains de sécrétion. Ces grains de sécrétion, ils vont déverser le produit donc, au niveau des capillaires sanguins de type fenêtré. Et donc, qu'est-ce qu'elle élabore? Donc, élabore la sérotonine le matin qu'elle convertisse en mélatonine la nuit. Donc, c'est une hormone de l'obscurité qui induit l'endormissement. D'accord? Donc, la sérotonine est sécrétée donc, le matin. Par la suite, il y a une réaction et elle va se transformer, elle va se transformer en mélatonine la nuit. Donc, la mélatonine est donc stimulée par donc, l'obscurité. L'obscurité augmente la sécrétion, la synthèse de mélatonine. Par contre, la lumière, elle donc, diminue la sécrétion de mélatonine. D'accord? Et on a aussi donc, les cellules gliales. Les cellules gliales, c'est les cellules de soutien qui sont dispersées, donc trouvées entre les pinéalocytes. Et leur rôle, c'est des cellules de soutien. D'accord? Et le type de capillaires sanguins, ce sont des capillaires type pénétrés. Il y a donc une particularité de l'épiphyse. Donc, c'est quoi? C'est le sable pinéal. Donc, le sable pinéal. Sable pinéal, vous appelez aussi les psamomes. Donc, psamomes ou sable pinéal. Donc, ce sont des calcifications. Donc, ce sont des calcifications et c'est-à-dire c'est des masses qui sont arrondies ou polycycliques, calcifiées, ce qu'on appelle aussi des concrétions calcaires extracellulaires. Donc, formées par une matrice qui est organique et donc qui est imprégnée par les sels de calcium ou magnésium. Et donc, ces calcifications vont apparaître donc à la puberté et le nombre et leur taille augmentent avec l'âge. D'accord? On peut trouver aussi au niveau des plexus choroïdes le rôle, donc l'origine et fonction sont très mal connues. D'accord? Je répète pour les calcifications ou pour le sable pinéal ou les concrétions ou bien les psamomes. Donc, Hedoma, c'est quoi Hedoma? C'est des masses calcifiées, laminaires, arrondies, et qui donc, ce sont des concrétions calcifiées ou calcaires extracellulaires qui apparaissent donc à la puberté et donc leur nombre et leur taille augmentent avec l'âge. Et donc, ils sont formés par une matrice organique qui est imprégnée par les sels de calcium ou de magnésium. Leur rôle est inconnu. D'accord? C'est clair? Madame. Oui. Madame, la matrice organique ou inorganique? Une matrice organique. D'accord, merci. C'est des calcifications. D'accord? D'accord, merci. Madame, on les trouve entre les cellules. Les pinéales aussi. Extracellulaire. C'est extracellulaire. Là, j'ai ajouté ces images. Donc, comme vous voyez ici, ça, c'est la flèche jaune. Ça, c'est les concrétions calcaires. Donc, c'est le sable pinéal. D'ailleurs, le quand tu vois au microscopie optique, une fois, donc, c'est caractéristique de l'épiphyse. Donc, regardez ça. C'est les concrétions calcaires. Donc, c'est des calcifications extracellulaires, donc formées par une matière, donc une matrice organique et donc extracellulaire. C'est-à-dire, on trouve à l'extérieur. Madame, oui. Madame, dans le cours, il s'est mentionné des matrices inorganiques. Oui. Pardon? Dans le cours. Donc c'est organique, c'est une faute dans le polycope. Peut-être. Le polycope de Madame Hamda? Oui, c'est écrit inorganique, une matrice inorganique de sels de calcium qui apparaissent à la puberté. Attendez, je vais voir. J'ai pas une matrice inorganique. Bon. Inorganique. Bon, on le verra.
Donc, voilà. Donc, aussi, c'est le sable pénéal, ou appelé aussi les psanon. D'accord. L'origine. Donc, on doit retenir. Pardon. On doit retenir organique ou bien inorganique. Je vais vérifier. D'accord. Moi, je trouve organique, donc je vais voir. D'accord. D'ailleurs, je ne même pas le polycop, sincèrement. Hein. J'ai pas vu. C'est organique. C'est les aliments, c'est inorganique. Pardon? Normalement, c'est Oui, c'est dans les commentaires que j'ai trouvé que dans le cours c'est écrit inorganique. Inorganique. Oui. Mais c'est écrit inorganique, c'est ça? Oui. Donc, je vais voir. Madame, vu que c'est du calcium et du magnésium, donc c'est forcément organique. Oui, c'est organique, oui. D'ailleurs, le sable pénéal, c'est un repère radiologique qui dit IRM ou scanner, quand il y a un problème là, il va nous les concrétions. Donc, c'est comme l'os, d'accord? Il va nous radio opaque, comme l'os, d'accord? Donc, un truc à blanc quand on fera le scan ou bien l'IRM. D'ailleurs, j'ai trouvé organique, mais je n'ai même pas de polycop. Donc, je vais vérifier donc, la prochaine séance. D'accord? Madame, oui. Ce sable pénéal ne cause pas de problème. Sable pénéal? Est-ce que ça ne cause pas de problème? Non, c'est juste une structure. Donc, on trouve au niveau de l'épiphyse. C'est caractéristique de l'épiphyse. D'accord? Il y a certains qui m'ont parlé qu'on trouve au niveau du plexus coroïde, mais beaucoup plus au niveau de l'épiphyse. D'accord? Donc, le rôle, l'origine et la fonction, maintenant, est mal connue. Donc, d'ailleurs, je ne sais même pas l'origine de ces sécrétions-là ou ces concrétions-là, la fonction c'est quoi? Donc, toujours, les points d'interrogation. D'accord? S'il vous plaît, sécrétion de quoi? Pardon? S'il vous plaît, la sécrétion de quoi? Là? Sécrétion de quoi? Il sécrète quoi ce sable-là? C'est des concrétions, c'est des calcifications. C'est-à-dire l'origine, c'est qui a sécrété ce sable-là? Donc la fonction, c'est quoi? Donc tout ça par des points d'interrogation. D'accord? Donc, donc les coupes et tout, donc ils ont trouvé ces concrétions-là. Ils vont donc mais l'origine toujours à la point d'interrogation. La fonction aussi. D'accord? Donc, c'est des calcifications extracellulaires. Et donc, voilà. Donc, le rôle, l'origine, je ne sais pas. Donc, elles apparaissent à la puberté. Le nombre de termes augmente avec l'âge, même la taille augmente avec l'âge. C'est tout ce qu'il y a. D'accord? C'est clair? D'accord. Oui. C'est clair, oui. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Vous m'entendez? Non? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Oui, madame. Oui, madame. Donc, c'est clair Oui, pour la structure. on vous entend. Oui, madame. Ça aussi, c'est une coupe donc, histologique, donc, qui montre donc, les pénéalocytes, donc de la structure de l'épiphyse. Donc, je répète pour l'épiphyse. L'épiphyse, c'est une petite glande. Donc, comme tout organe, c'est une petite glande endocrine. Elle est encapsulée
Donc, elle est entourée par une capsule. Cette capsule qui est conjonctive, fibreuse. Donc, d'ailleurs, on vient donc d'une couche de la pilaire et qui émet des travées à l'intérieur. Et donc, ces travées-là sont les voies de passage des vaisseaux sanguins et des nerfs. Et aussi, va cloisonner la glande. Le parenchyme ou la structure de l'épiphyse faite de 4 éléments. Donc, on a la capsule. Par la suite, à l'intérieur, on a 4 éléments. On a les pinéalocytes, les astrocytes ou les cellules gliales, les fibres nerveuses et les capillaires sanguins. Donc, les pinéalocytes, ce sont des cellules glandulaires sécrétrices. D'accord? Elles vont sécréter quoi? Elles vont sécréter la mélatonine et à partir de la sérotonine. Et donc, ce sont des cellules glandulaires volumineuses, c'est-à-dire de grande taille, avec un noyau volumineux, échancré, parfois nucléolé, et présente 2 prolongements. Il y a un prolongement donc atrophique. Au niveau de prolongement atrophique, il y a donc des petites vésicules, il y a de nombreuses mitochondries et aussi des microtubules. Il y a le deuxième prolongement, c'est le prolongement neurosécréteur. Donc, le neurosécréteur, au niveau de son extrémité distale, donc l'extrémité distale, elle est donc dilatée, qui présente des graines de sécrétion de mélatonine, donc qui par la suite vont diverser au niveau des capillaires sanguins. Et donc, entre les pinéalocytes et les pinéalocytes, avant de passer aux cellules gliales, les pinéalocytes sont organisés soit en cordon ou en amont. Et on représente 95% de la population cellulaire de l'épiphyse. Et entre les pinéalocytes, on trouve les cellules gliales. Les cellules gliales ou les astrocytes. Ce sont des cellules de soutien. D'accord? Et donc, il y a aussi des fibres nerveuses qui parcourent donc le long des pinéalocytes et aussi les capillaires sanguins. Les capillaires sanguins sont de type fenêtré. Très bien. Est-ce que c'est clair pour la structure? Oui. Madame. Oui, madame. Madame. Oui. On peut dire que l'épiphyse a un aspect trabéculaire par rapport aux travées qui sont organisés en amas. Bon, là, l'épiphyse, non. L'épiphyse des cordons ou des amas. D'accord? D'accord. Donc, ils n'ont pas précisé. Donc, là, juste des cordons ou des amas, on peut dire trabéculaire, comme c'est-à-dire la plus logique, non. On ne dit pas ça. Madame, c'est quoi la différence entre travée et cordon? C'est la même chose. C'est la même chose. Juste, et juste le tissu conjonctif, c'est-à-dire l'espace entre les vaisseaux sanguins et tout ça. C'est la même chose, presque la même chose. Travée ou cordon, c'est la même chose. Madame, ici, dans les travées, on a du tissu conjonctif. Oui, oui. Même aussi pour les cordons. Donc, entre les cordons, on trouve beaucoup plus les vaisseaux sanguins. On trouve les capillaires sanguins. D'accord? Oui. Entre les cordons. Mais entre les travées, donc on trouve aussi des travées conjonctifs, les tissus conjonctifs, voilà. Même pour les cordons, on peut trouver, hein, il y a beaucoup plus des capillaires sanguins, il y a aussi du tissu conjonctif. Donc c'est presque la même chose. Je ne vois pas une grande différence entre les deux. Donc, que ce soit cordon ou travée, c'est la même chose. D'accord? Donc, comme le cas de l'épiphyse, donc, qu'il soit l'organisation, soit en cordon ou en âme. Donc, ce n'est pas juste battre les cordons. D'accord? C'est pour ça qu'on ne dit pas trabéculaire. Le qui battre les cordons, on dit trabéculaire. Mais qui a les amas et les cordons, donc, non. On ne dit pas ça. C'est clair? Oui. Oui, Madame. Oui. Donc, la mélatonine est sécrétée par des prolongements cytoplasmiques neurosécréteurs de la pinéalocyte. Le pinéalocyte sécrète. Le pinéalocyte, c'est une cellule sécrétrice. Les organes pour synthétiser la mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone protéique. D'accord? Donc, on a un réticulum endoplasmique granulaire, on a un appareil de Golgi, on a les graines de sécrétion, tout ça.
Donc, toute une cascade, réaction, tout le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, tout ça, au niveau des grains de sécrétion. Et donc, les grains de sécrétion, ils vont passer au niveau de prolongement neurosécréteur et au niveau de l'extrémité terminale. C'est-à-dire l'extrémité qui est dilatée. Genre, comme si un synapse. Qui m'a le tissu nerveux, il y a un neurone, par la suite il va produire avec le neurotransmetteur. Il y a une synapse qui est un neurone, il va donc il خرج avec le neurotransmetteur ويروح l'autre. هنا non, هنا عندك la terminaison, c'est vrai تاع la cellule, c'est-à-dire comme le neurone, mais بصح راح يروح au niveau du sang. C'est-à-dire il y a le capillaire sanguin تحتها. Donc le produit il va diverser au niveau des capillaires sanguins de type fenêtré. D'accord? D'accord, merci. Voilà. Mais par rapport au prolongement atrophique, donc il dit rien. Donc il dit juste pas que des mitochondries, des petites vésicules, des microtubules. Est-ce que c'est de réserve? On ne sait jamais. Ou là, je ne sais pas. Sincèrement. Ou là, un rôle des cellules gliales, je ne sais pas. Sincèrement, j'ai cherché, mais j'ai rien trouvé. On n'a pas relation avec les vaisseaux sanguins. Oui, non. Si vous voyez ce schéma, regardez. Donc ça, il y a des vésicules de sécrétion, les graines de sécrétion, ils vont déverser au niveau du capillaire sanguin. Là, regardez, l'aspect terreau. Donc, entre les cellules gliales, par la suite, vous trouvez autres cellules, pinéalocytes. Par la suite, donc, je ne sais pas leur rôle, j'ai cherché, mais j'ai rien trouvé. Donc, ils vont faire la discrétion, mais à part leur rôle, Allahu a'lam. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir surtout, c'est ça, c'est le prolongement sécréteur ou neurosécréteur. Voilà. Parce qu'il chauffe l'aspect, presque c'est kiff. Donc, il y a un système cytosquelette, il y a les microtubules, il y a les mitochondries, il y a les graines de sécrétion. Il y en a aussi. Mais c'est un prolongement, c'est pas développé comme celui-là. D'accord? Il est atrophique par rapport à celui-là. D'accord? Madame, celui atrophique n'a pas de grains de sécrétion. Il y a des petites vésicules. Et les vésicules sont remplies de quoi? Donc, on ne le sait pas. D'accord? Mais il y a des graines de sécrétion. Mais pour passer toute une réaction, il faut pas qu'elle ait. D'accord? Oui. Donc, je ne sais pas. Sincèrement, le rôle de ce prolongement, aucune idée. Je vais chercher. Peut-être que si je trouve information, là, je vous le dis. Peut-être pour assurer les connexions intercellulaires. Peut-être, oui, peut-être. Parce que ici, donc il y a pinéalocyte, il y a des cellules gliales. Par la suite, on trouve une autre cellule ici, pinéalocyte. Par la suite, cellule gliale, et ainsi de suite. D'accord? Et entre eux, on trouve aussi des nerfs. Peut-être il y a une relation, elle va faire une réaction synaptique, c'est-à-dire neurone avec une fibre nerveuse. Donc peut-être, oui, c'est vrai. Madame. Oui. Madame, les pinéalocytes, on peut dire qu'ils sont des cellules neurosécrétrices. Oui, c'est des cellules neurosécrétrices. Pinéalocytes, c'est des cellules neurosécrétrices. Pourquoi neuro? Neuro, parce qu'il y a l'aspect d'une cellule nerveuse. Donc, d'ailleurs, l'épiphyse, c'est une structure nerveuse. Oui. D'accord? Oui. Les pinéalocytes, c'est des cellules nerveuses, en réalité, qui vont changer les caractéristiques d'Aouha. Donc, c'est une cellule nerveuse et une cellule sécrétoire qui m'a les cellules de l'hypothalamus. L'hypothalamus. Voilà, les cellules de l'hypothalamus. On a dit que c'est des cellules neurosécrétrices. Donc, elle a un caractère d'une cellule nerveuse ou elle a un caractère d'une cellule sécrétrice, c'est-à-dire nerveuse, présente l'aspect des neurones, comme le neurone, des prolongements avec les dendrites et l'axone, et aussi une cellule sécrétrice, c'est-à-dire qui présente des graines de sécrétion à l'intérieur. Donc, elle sécrète. D'accord? Le pinéalocyte, c'est la même chose. Pinéalocyte, c'est la même chose. D'accord? Oui, merci. Madame, pour les cellules de la neurohypophyse, elles sont seulement nerveuses. Oui, la neurohypophyse. La neurohypophyse, on indique qu'il n'y a que les axons. D'accord? C'est des fibres nerveuses.
Il n'y a pas de corps cellulaire au niveau de la neurohypophyse. Il faut retenir ça. D'accord? Au niveau de la neurohypophyse, je répète, la neurohypophyse, il n'y a pas de corps cellulaire. Il n'y a que les axones des cellules nerveuses de l'hypothalamus. D'accord? Oui. Donc, il n'y a pas de corps cellulaire. On trouve que les axones. On trouve que les axones au niveau de la neurohypophyse. Madame. Oui. Pour le grand prolongement, est-ce que c'est est-ce que c'est la même structure ou bien les mêmes constituants que le petit prolongement? C'est-à-dire les mêmes constituants. Genre, il y a le système, il y a le microtubule, il y a les mitochondries, il y a aussi les graines de sécrétion. Ici, il y a les petites vésicules, il y a de nombreuses mitochondries, il y a aussi les microtubules. Mais je pense la plus logique, comme elle a dit, donc avec les réactions, je pense avec les relations nerveuses. Parce que pour transmettre le message, c'est-à-dire pour sécréter la mélatonine, il y a des voies. C'est-à-dire parce que la mélatonine, donc ça rentre, donc il rentre dans le rythme circadien, c'est-à-dire l'horloge biologique de 24 heures, c'est-à-dire pour la nuit et la journée. Et donc, on a l'horloge. Je connais le contrôle de l'horloge biologique. C'est qui l'horloge biologique? On a, c'est le noyau suprachiasmatique. La manette suprachiasmatique. Voilà. Et donc, suprachiasmatique, à partir des voies nerveuses, mais la rétine. Donc, au niveau de l'œil. Ils rejoignent l'hypothalamus par la suite. L'hypothalamus, ils rejoignent vers l'épiphyse. Et l'épiphyse pour sécréter de la mélatonine. D'accord? Donc, normalement, c'est la plus logique. Peut-être il y a des synapses ici, avec les fibres nerveuses. Peut-être. D'accord? Je ne vais pas rentrer au détail de physiologie. C'est clair pour la structure? Oui. Donc, maintenant, je passe à l'histophysiologie donc, de l'épiphyse. Donc, l'épiphyse répond à des stimuli visuels, c'est-à-dire la lumière, et sécrète la mélatonine, majoritairement la nuit, c'est-à-dire par un pic nocturne. Le pic nocturne, il va à partir de 23h jusqu'à 7h du matin. Donc, pour assurer un rythme circadien. D'accord? Le rythme circadien, c'est quoi? Donc, le rythme circadien, c'est-à-dire regroupe les processus biologiques cycliques d'une durée de 24 heures. D'accord? Donc, c'est un rythme biologique qui est intégré, donc prenant la forme d'un cycle, donc environ de 24 heures. C'est-à-dire pour assurer les 24 heures de la journée ou la nuit. Et donc réagit sur les processus physiologiques, qui m'a par exemple le sommeil, par exemple l'alimentation et tout ça. D'accord? Et la synthèse de la mélatonine est soumise à une régulation photonique. Donc photonique, la lumière donc diminue la synthèse de mélatonine. Par contre, Madame. Augmente. Oui. Madame, vous pouvez répéter s'il vous plaît. D'accord. Donc, on a dit l'épiphyse, c'est-à-dire des facteurs stimulants, ou là, qui stimulent l'épiphyse pour sécréter la mélatonine, c'est les stimuli visuels, c'est-à-dire la lumière. La lumière augmente la sécrétion ou diminue. Donc, la lumière diminue la sécrétion. Par contre, l'obscurité, elle augmente la sécrétion. D'ailleurs, la mélatonine, c'est une hormone de sommeil. Et donc, sécrétée majoritairement la nuit. Donc, le pic de la mélatonine, c'est un pic nocturne. Et le pic nocturne commence de 23h le soir jusqu'à 7h du matin. D'accord? Pour assurer un rythme circadien, c'est-à-dire un rythme biologique les 24 heures. D'accord? Et la synthèse de la mélatonine, donc soumise à une régulation photonique. Donc photonique, ça veut dire la lumière et l'obscurité. La lumière dénasse la sécrétion de mélatonine. Par contre, l'obscurité augmente la sécrétion de mélatonine.
D'accord? Et la sécrétion de la mélatonine, donc qui est sous contrôle des noyaux hypothalamiques par V cellulaire, c'est les suprachiasmatiques. D'accord? Donc, il y a un tractus, avec le tractus, donc, où des voies nerveuses, ils retrouvent la rétine, ils retrouvent l'hypothalamus vers les voies, c'est-à-dire vers les noyaux suprachiasmatiques. Par la suite, ils retrouvent vers l'épiphyse. D'accord? Donc, l'épiphyse, donc, pour sécréter la mélatonine. Donc, toute une réaction, c'est-à-dire des voies avec des photos. Et aussi la mélatonine, donc, a un rôle de réguler les rythmes circadiens, c'est-à-dire la journée et la nuit. A aussi un rôle dans le fonctionnement des gonades et aussi dans la sécrétion de prolactine. Donc, pour la sécrétion de prolactine et le fonctionnement de gonades, c'est-à-dire il inhibe la sécrétion de FSH et LH et aussi réduit la sécrétion de prolactine. D'accord? Donc, il diminue la sécrétion de FSH et LH et diminue aussi ou réduit la sécrétion de prolactine. D'ailleurs, donc, il y a, par exemple, des tumeurs qui touchent l'épiphyse, ce qu'on appelle les pénialomes. Les pénialomes, c'est des tumeurs de l'épiphyse. Parmi les signes cliniques, c'est donc il y a une puberté précoce. Parce que il faut une sécrétion une puberté avant l'âge c'est-à-dire avant l'âge de 10 ans, 9 ans, il compte déjà classe où il a adulte avec l'enfant. D'accord? Il lui a des signes de puberté, soit chez la femme ou chez l'enfant, soit fille ou la garçon. D'accord? Madame, vous pouvez répéter, j'ai mal entendu. C'est clair? Madame, vous pouvez répéter. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Maintenant, oui. Oui, madame. Ah, toujours problème de connexion. Alors. Madame. Oui. Vous pouvez répéter l'explication du puberté parce que j'ai mal entendu. Oui, d'accord. Donc, par exemple, on a dit, il y a donc des tumeurs au niveau de l'épiphyse, qu'on appelle les pinéalomes. Donc, pinéalomes, donc il y a des sécrétions d'androgènes importantes, et donc même la spermatogénèse chez le garçon. Chez le garçon, avant l'âge de 9 à 10 ans. Donc, il y a des signes de puberté précoce. Alors, 9-10 ans, donc il y a déjà des signes de puberté précoce. D'accord?
oui. Des fois, une sécrétion accrue, des fois non. Parce qu'il y a des tumeurs sécrétantes, il y a des tumeurs non sécrétantes. Tout dépend. Tout dépend. Donc, je pensais que lors d'une sécrétion accrue, il y aura inhibition totale de la sécrétion de FSH et LH. C'est-à-dire, des fois, qu'il y a une lésion tumorale, des fois, il y a une incapacité. Genre, même qui m'a dit, ça dépend le type de tumeur. D'accord. Madame. Madame. Des pubertés. Des précoces. Madame. Oui. Vous répétez la question. Donc, il y a des cas où on n'aura pas des pubertés précoces, mais retardées. Mais surtout, le pénialome est associé avec les pubertés précoces. Parce qu'il y a d'autres tumeurs aussi. Il y a aussi d'autres tumeurs. Ce n'est pas que le pénialome. D'accord, j'ai donné juste un exemple. D'accord? D'accord, madame. Parce que madame. Dans le fonctionnement des gonades et la sécrétion de prolactine. D'accord? Donc, d'ailleurs, la mélatonine, c'est une hormone anti-oestrogène. Anti-oestrogène qui favorise l'ovulation. L'oestrogène a sécrété la première période. D'accord? Madame. Oui. Pour la mélatonine, est-ce qu'elle augmente ou bien elle diminue la sécrétion de prolactine? Oui. Elle augmente ou bien elle diminue? Elle diminue. Elle diminue. Mais elle augmente. Oui. Vous m'entendez? Oui, madame. Oui. Allez-y. Allez-y, vous avez une question? Je vous ai dit, vous ne m'avez pas répondu, j'ai entendu juste une réponse de la camarade. S'il vous plaît, est-ce que la mélatonine augmente ou bien diminue la sécrétion de prolactine? La mélatonine, plus précisément, il va faire une régression. Il va faire une régression des gonades. C'est-à-dire, il diminue FSH et LH et réduit la sécrétion de prolactine. D'accord, merci madame. La mélatonine, donc c'est une hormone. Il dit que c'est une hormone anti-oestrogénique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle stimule l'ovulation. D'accord? Donc, elle stimule l'ovulation. Donc, qui va stimuler l'ovulation, donc automatiquement, il y a une activité génitale. Et donc, il va développer, c'est-à-dire elle va faire une puberté précoce. D'accord? Mais toujours selon le type de tumeur. C'est juste un exemple. Donc, il faut savoir que la mélatonine, le rôle principal de la mélatonine, c'est la sécrétion, donc mélatonine avec un pic nocturne et donc stimulé par les stimuli visuels, c'est-à-dire la lumière, donc c'est-à-dire l'obscurité augmente la sécrétion, la lumière diminue la sécrétion, d'accord, pour assurer un rythme circadien, c'est-à-dire un rythme biologique de 24 heures. C'est le rôle essentiel. Et par la suite, il y a le fonctionnement des gonades et aussi et la prolactine. D'accord? Madame. D'accord? Donc, c'est des trucs physiologiques. Je ne vais pas rentrer trop de détails. D'accord? Aussi, un autre rôle. Donc, la mélatonine joue un rôle c'est un antioxydant. Et aussi, c'est un anti-inflammatoire. D'accord? C'est clair pour l'épiphyse? Oui. لا ياك سميتي صح تسلارة تولي علي بس حاجة تبانن وقت تسلارة
صحيح elle stimule l'ovulation mais elle diminue la FSH de la LH. J'ai pas compris. Elle a dit que c'est une hormone anti-oestrogène, non? Oui, c'est une hormone Oui, mais c'est qu'elle diminue. Madame, comment elle stimule l'ovulation alors? Mais pourtant, c'est le pic de LH qui déclenche l'ovulation. Mais chez l'ostrogène, LH. Oui, LH, c'est pas les oestrogènes, c'est anti-oestrogène. Oui, c'est qu'elle diminue la sécrétion, là, elle diminue la sécrétion de FSH de la LH. Vous m'entendez? Oui. Oui, Madame. Donc, c'est des trucs de physiologie. Donc, c'est des trucs de physiologie. Ils ont dit que c'est une hormone anti-oestrogénique. Ça veut dire quoi? Donc, LH. Donc, on a la FSH, LH. La FSH agit sur la première période de l'activité du cycle chez la femme. Et LH, la deuxième période. Donc, il stimule l'ovulation. Parce que l'oestrogène est sécrété au niveau de la première période. Après l'ovulation, à partir de l'ovulation, il y a la sécrétion de LH et donc le pic de l'oestrogène va diminuer. D'accord? Je ne vais pas rentrer au détail de physiologie, c'est des trucs de physio. Donc, ce qui nous intéresse, la structure de l'épiphyse. D'accord? Madame. Oui. Quand on a dit que la mélatonine permet de réguler le fonctionnement des gonades, en diminuant la sécrétion de FSH et de la LH, c'est ça? Voilà, il inhibe la sécrétion de FSH et LH. Il va stimuler la sécrétion de prolactine. Comment? Madame, mais comment on aura une ovulation? Vu que vous avez dit qu'il stimule, donc la mélatonine stimule l'ovulation. Donc forcément, il va augmter le pic LH. Ils ont dit ça. Donc c'est des trucs de physio. Je ne vais pas rentrer au détail de physiologie. Non, madame, je vous dis, selon mon point de vue, c'est pas, on n'a pas fait ça. Oui, il dit ça. Il dit c'est une hormone anti-oestrogénique. Ça veut dire quoi, anti-oestrogénique? Ça veut dire quoi? Il inhibe l'oestrogène. Et l'oestrogène, donc la première période, donc juste il stimule l'ovulation. D'accord? Oui, madame. D'accord? Donc c'est des trucs de physiologie. L'essentiel, ce qui est important, donc il faut retenir la structure. D'accord? Et donc, je ne sais pas, est-ce que vous faites l'épiphyse dans le cours de physio ou je ne sais pas. D'accord? D'accord? C'est clair pour la structure de l'épiphyse? Oui. Donc, je passe au pancréas endocrine? Oui. Alors. Oui. Donc, le pancréas endocrine. Donc, le pancréas endocrine, ou avant de passer au pancréas endocrine, le pancréas en général. Donc, on a le pancréas, c'est une glande endocrine et exocrine. Et donc, c'est une glande amphicrine hétérotypique. Et donc, faite de quoi? Faite de deux glandes. Il y a la glande exocrine, donc qui sécrète le sucre pancréatique, les enzymes pancréatiques. Et la deuxième partie, c'est le pancréas endocrine. Le pancréas endocrine, c'est l'ensemble des îlots de Langerhans, d'accord? Qui représente donc 1 à 2% de la totalité du pancréas. Donc, le pancréas endocrine qui sécrète les hormones, d'accord? Et le parenchyme glandulaire, donc pancréatique, comporte plus d'1 million d'îlots qui prédominent au niveau de la queue. C'est surtout au niveau de la queue. On trouve aussi c'est-à-dire c'est-à-dire
tout le pancréas, mais beaucoup plus au niveau de la queue du pancréas. Madame, on ne voit pas le diapo. Ah, vous ne voyez pas? Et maintenant? Maintenant, vous voyez ou non? Votre écran est bloqué. Ah, attendez. Attendez. Il y a plus de problème de réseau, je ne sais pas. Et maintenant? On voit. Oui, c'est bon, merci. Donc, je mets au diapo, d'accord. Voilà. Donc, on a dit que le parenchyme glandulaire pancréatique comporte plus d'1 million d'îlots de l'endurance qui prédominent surtout au niveau de la queue. On peut trouver au niveau de la tête, au niveau du corps, mais beaucoup plus au niveau de la queue. Et chaque îlot, c'est-à-dire le pancréas endocrine, donc est fait de milliers de petites cellules endocrines. Donc chaque îlot est fait de milliers de petites cellules endocrines. Et les îlots de l'endurance, c'est des petites formations ovoïdes, c'est des petits amas cellulaires clairs de 0,1 à 0,2 mm de diamètre, sont dispersés entre les acinis et les conduits excréteurs du pancréas exocrine. D'accord? Donc, les îlots de l'endurance sont de petits amas cellulaires clairs de 0,1 à 0,2 mm de diamètre. Ils sont dispersés entre les acinis pancréatiques et avec les conduits excréteurs du pancréas exocrine. Et donc, comme toute glande ou comme tout organe, donc, elle est entourée d'une capsule, mais cette capsule qui est fine, donc qui est faite essentiellement de fibres de réticulum. D'accord? Et donc, qui est toujours, il y a des travées, donc de cellules, donc formées de travées de cellules endocrines qui sont découpées par un riche réseau de capillaires sanguins, toujours type fenêtré. D'accord? Donc, je répète. Le pancréas endocrine, donc, représente 1 à 2% de la totalité du pancréas. Le parenchyme glandulaire pancréatique comporte plus d'1 million d'îlots de l'endurance et qui prédomine surtout au niveau de la queue du pancréas. Et chaque îlot fait de milliers de petites cellules endocrines. Et les îlots de l'endurance sont de petits amas cellulaires clairs de 0,1 à 0,2 mm de diamètre dispersés entre le pancréas exocrine, c'est-à-dire les acinis et les conduits excréteurs. Les îlots de l'endurance sont entourés par une capsule. Cette capsule qui est fine est formée de quoi? Surtout de fibres de réticulum. Donc, les îlots, c'est des amas formés de des travées cellulaires endocrines qui sont découpées par un riche réseau vasculaire. Donc, il y a des capillaires sanguins qui sont de type fenêtré. C'est clair? Oui, madame. Donc, ce que vous voyez ici, ça, c'est une coupe histologique du pancréas. Donc, le pancréas exocrine et le pancréas endocrine. Ce que vous voyez ici, ça, c'est les îlots de l'endurance. Ça, c'est les îlots de l'endurance. Ce sont des petites formations, des petits amas cellulaires, donc de 0,1 à 0,2 mm de diamètre. Et donc, ils sont prédominants surtout au niveau de la queue du pancréas et entourés donc par une capsule. Ce que vous voyez ici, c'est en blanc. Là, on trouve une capsule fine. C'est une capsule qui est fine et faite surtout de fibres de réticulum. Et on a des travées cellulaires à l'intérieur, donc l'îlot de l'endurance formé de travées cellulaires. Et entre les travées cellulaires, il y a un riche réseau capillaire sanguin de type fenêtré. Donc, on le trouve entre les cordons ou les travées cellulaires. D'accord? Et ce que vous voyez ici, c'est les acinis avec les canaux excréteurs du pancréas exocrine. Quelle est l'origine du pancréas endocrine? Vous m'entendez?
antérieur. Pardon? Intestin primitif antérieur. Et donc, le feuillet, c'est Ectoblastique. Ontoblastique. ontoblastique. Et d'origine ontoblastique. Ontoblastique, d'accord. D'accord. Donc, s'il vous plaît, concernant les glandes endocrines, qui est d'origine ontoblastique, si vous vous souvenez. Donc, on a le pancréas endocrine aussi. Là, les parathyroïdes. La thyroïde, l'ébauche La médiane. thyroïde. Et c'est tout. L'hypophyse antérieure. L'hypophyse antérieure. L'hypophyse antérieure, non, d'origine ectoblastique. Ectoblastique, voilà. Oui. Ou quels sont les glandes? Le lobe médian. Pardon? Le lobe médian de la thyroïde. Le lobe médian de la thyroïde. Le lobe médian. Oui, Non, l'ébauche médiane. L'ébauche médiane. Donc, l'ébauche médiane qui constitue la majeure partie de la glande, c'est-à-dire les vésicules thyroïdiennes et tout ce qui est glande. À part les cellules C qui sont d'origine neuroectoblastique. D'accord? Donc, les glandes qui sont d'origine ontoblastique, on a les parathyroïdes, la thyroïde et le pancréas endocrine. D'accord? Donc, voilà aussi, c'est une image ou c'est une coupe avec schéma, donc coupe histologique, en microscopie optique. Donc, on voit, donc, ce que vous voyez en rouge, ça, c'est les acinis. Et entre les acinis, on trouve le pancréas endocrine, c'est l'ensemble des îlots de Langerhans. Donc, ça, c'est un îlot de Langerhans. Donc, qui est donc encapsulé. Donc, il y a une fine capsule. Cette capsule est faite de quoi? D'habitude, on trouve beaucoup plus de fibres de collagène. Par contre, ici, on trouve beaucoup plus les fibres de réticulite. Donc, qui émet, donc, il y a entre les cordons cellulaires, donc à l'intérieur, c'est des cordons cellulaires ou des travées cellulaires. Et entre les travées, on a un riche réseau capillaire sanguin de type fenêtré. Ça, sa représentation schématique. Donc ça, tout ce que vous voyez ici, c'est les acinis. Et ça, c'est les head le trait. Ça, c'est la capsule fine faite de fibres de réticulite. Ensuite, à l'intérieur, donc c'est une glande de structure trabéculaire. D'accord? Donc c'est une glande trabéculaire qui est faite de cordons cellulaires. Et donc il y a plusieurs types. Et entre les travées cellulaires, il y a un riche réseau capillaire sanguin. Les capillaires sanguins, toujours, qui sont de type fenêtré. Par la suite, on va détailler ces cellules-là de l'élo de Langerhans. D'accord? C'est clair? Ça aussi, c'est un schéma qui représente aussi la circulation avec le pancréas, c'est-à-dire, voilà, donc on a l'élo de Langerhans. Vous voyez ici, c'est des cordons cellulaires, des travées, et entre les travées, il y a les capillaires sanguins de type fenêtré. Par la suite, ils vont diverser au niveau, donc les capillaires sanguins, par la suite, au niveau du sang, la circulation sanguine. Et ça, c'est les acinis qui vont sécréter les enzymes pancréatiques, les routes vers le canal. D'accord? Maintenant, on va détailler la structure. Madame, Oui. Madame, ces travées cellulaires sont non orientées. Oui, oui. Effectivement, ils sont non orientés, voilà. Et entre les travées, il y a un riche réseau capillaire sanguin. D'accord? D'accord. Donc, quelle est la structure de l'élo de Langerhans? On a, c'est une structure trabéculaire non orientée. Donc, c'est des travées ou des cordons cellulaires. Donc, l'élo de Langerhans, c'est un micro-organe multi-hormonal.
multi-hormonal. Donc, qui sécrète plusieurs hormones. Donc, comporte toute une variété de types cellulaires. Et chaque type cellulaire est responsable de la sécrétion d'un type d'hormone peptidique. Donc, chaque type cellulaire est responsable de la sécrétion d'un type d'hormone peptidique. Donc, pour étudier les cellules glandulaires endocrines de l'îlot de Langerhans, ils ont fait plusieurs techniques. Donc, ils ont fait des colorations d'abord spéciales, comme la coloration trichromique. Ils ont fait aussi l'imprégnation au sel d'argent, imprégnation argentique. Et ils ont fait aussi des techniques immunohistochimiques qui donnent la coloration trichromique. Donc, ils ont découvert qu'il y a deux types de cellules, les cellules A et les cellules B, qui donnent une coloration trichrome de Masson. Ils ont trouvé deux variétés cellulaires. Ils ont trouvé les cellules qui se trouvent à la périphérie ou d'autres cellules qui se trouvent à l'intérieur. Les cellules A, donc, c'est alpha, et les cellules B, c'est les cellules bêta. Donc, les cellules alpha, ce sont des cellules à disposition périphérique. On le trouve à la périphérie de l'élo. On le trouve à la périphérie de l'élo. Et donc, ce sont des cellules plus volumineuses. Et au niveau du centre de l'élo, ils ont trouvé d'autres types de cellules, c'est les cellules bêta. Donc, les cellules alpha sécrètent le glucagon et les cellules bêta sécrètent l'insuline. D'accord? Il a dit qu'ils ont la coloration trichromique, trichrome de Masson. Une autre coloration, c'est l'imprégnation au sel d'argent. Donc, ils ont découvert qu'il y a un autre type cellulaire. C'est les cellules delta. Donc, c'est des cellules sombres qui se trouvent donc tout l'élo, mais beaucoup plus trouvées à la périphérie de l'élo de Langerhans. Par la technique d'immunohistochimique, ils ont découvert aussi qu'il y a un quatrième type de cellules, c'est les cellules P, c'est-à-dire qui sécrètent les peptides pancréatiques. D'accord? Donc, au total, il y a donc 4 types cellulaires différents. Il y a les cellules A, c'est les cellules alpha qui sont à disposition périphérique, c'est des cellules à glucagon, c'est-à-dire sécrètent le glucagon. Et le glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante. Les cellules bêta, donc, ou les cellules B, c'est des cellules qui se trouvent au niveau du centre de l'élo. C'est des cellules à insuline qui sécrètent l'insuline. Et l'insuline, c'est une hormone hypoglycémiante. Et troisième variété, c'est les cellules delta ou les cellules D. C'est des cellules qui sécrètent la stomatostatine. Et donc, se trouve tout l'élo, mais surtout au niveau de la périphérie, mais avec un pourcentage minime par rapport à cellules A et cellules B. Les cellules B, ce sont les cellules les plus fréquentes. D'accord? Et par la suite, le quatrième type cellulaire, c'est les cellules PP, c'est-à-dire qui sécrètent le polypeptide pancréatique, qu'on appelle aussi les cellules gamma. D'accord? Donc, au total, les endocrine ou l'élo de Langerhans comporte 4 types de cellules. Il y a les cellules A ou alpha qui sécrètent le glucagon, qui se trouvent à la périphérie de l'élo. Les cellules B ou les cellules bêta qui sécrètent l'insuline, c'est les cellules les plus fréquentes qui se trouvent beaucoup plus au niveau de la partie centrale de l'élo de Langerhans. Il y a les cellules D ou les cellules delta, c'est des cellules à somatostatine. Et il y a aussi les cellules PP qui sécrètent le polypeptide pancréatique, ou on appelle aussi les cellules gamma. Alpha, bêta, delta, gamma. D'accord? Madame. Oui. Oui. Dans le cours, ils ont mentionné que les cellules D sécrètent le glucagon et l'insuline. Pardon? Ici, dans le cours, ils ont mentionné que les cellules D sécrètent le glucagon et l'insuline. C'est pas la cellule D. Non, elle sécrète la somatostatine qui inhibe la sécrétion du glucagon et elle inhibe la sécrétion de... Oui. Voilà, elle inhibe la sécrétion. Et les cellules B? C'est l'hormone qui sécrète. Oui, c'est Ils ont mentionné que les cellules B sécrètent l'insuline.
Les cellules B, c'est l'insuline. B qui sécrètent l'insuline. C, c'est ce qu'on appelle bêta. Vous m'entendez? Oui. Oui, madame. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Il y a un problème? Non, madame. Non, c'est bon. C'est bon? Je répète. Alors, le pancréas endocrine ou l'élo de Langerhans donc, comporte 4 types de cellules. Il y a les cellules alpha, il y a les cellules bêta, les cellules delta et les cellules gamma. A, B, D et PP. Les cellules A, c'est des cellules qui se trouvent à la périphérie de l'élo. Et donc, ce sont des cellules qui sécrètent le glucagon. Et le glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante, c'est-à-dire augmente le taux de glucose dans le sang. Donc, ce sont des cellules volumineuses et donc représentent 20 à 30% des cellules de l'élo. D'accord? Qui se trouvent à la périphérie de l'élo. Par contre, les cellules B ou les cellules bêta, ce sont des cellules à insuline et qui sont réparties donc, dans l'ensemble de l'élo, mais beaucoup plus, surtout la zone centrale de l'élo. D'accord? La disposition centrale. Le pourcentage donc, représente à peu près de 70 à 80% des cellules de l'élo. D'accord? Donc, ce sont des cellules qui sécrètent l'insuline. Et l'insuline, c'est une hormone hypoglycémiante, c'est-à-dire diminue le taux de glucose dans le sang. Et donc, ce sont des cellules de taille moyenne avec donc un petit noyau et un cytoplasme qui est riche en organites et en granulation. C'est une cellule sécrétrice. D'accord? Par contre, les cellules A, ce sont des cellules volumineuses par rapport aux cellules B. D'accord? Les cellules D ou les cellules delta donc sécrètent la somatostatine qui est dispersée dans l'élo et avec un pourcentage de 5 à 10%. Et la somatostatine, il va inhiber la sécrétion du glucagon et de l'insuline. Et elle a aussi un rôle dans la régulation de la sécrétion de la vésicule biliaire. Les cellules les cellules PP ou les cellules gamma, donc représentent 1 à 2% de la totalité des cellules de l'élo. Ils sont prédominants surtout au niveau de la tête du pancréas, donc dans lequel elles sont dispersées. Donc on trouve surtout au niveau de la tête du pancréas. Et on le trouve, c'est-à-dire par rapport à l'élo, on les trouve à la périphérie, localisés à la périphérie de l'élo de Langerhans. Et leur cytoplasme contient donc beaucoup de graines de sécrétion. C'est les polypeptides pancréatiques. Donc, les cellules PP ou les cellules gamma sécrètent quoi? Ou élaborent quoi? Le polypeptide pancréatique qui joue un rôle dans l'inhibition de la sécrétion pancréatique exocrine et aussi la diminution de la tension artérielle. D'accord? Je répète. Oui. Vous m'entendez? Très bien. Donc, je répète pour les cellules du pancréas endocrine. On a dit qu'ils ont utilisé plusieurs colorations. Donc, la première coloration, c'est la coloration trichrome de Masson, la coloration trichromique. Ils ont découvert qu'il y a 2 types de cellules. Il y a les cellules A et les cellules B. Les cellules A, c'est les cellules alpha. Donc, c'est les cellules volumineuses qui se trouvent à la périphérie de la cellule, de l'élo, pardon. À la périphérie de l'élo, avec un pourcentage de 20 à 30%. Et c'est des cellules qui sécrètent le glucagon. Et le glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante, c'est-à-dire augmente le taux du glucose dans le sang. Les cellules bêta ou les cellules B, c'est des cellules à insuline, donc qui sont disposées dans tout l'élo, mais principalement la zone centrale, disposée au centre de l'élo. D'accord? C'est des cellules petites par rapport aux cellules à glucagon et contient aussi des graines de sécrétion abondantes. Et sécrète l'insuline. L'insuline, c'est une hormone hypoglycémiante, pardon. Donc, ce que vous voyez ici, ça, c'est les cellules alpha. C'est les cellules alpha. C'est des cellules volumineuses sécrétant le glucagon.
Et le glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante. D'accord? Par la suite, on a les cellules. Donc, c'est des cellules bêta. Les cellules bêta, nous parlons beaucoup plus au niveau du centre de l'élo. Ce sont des cellules plus petites par rapport aux cellules alpha. Sécrétant quoi? Sécrétant l'insuline. Et l'insuline, c'est hypoglycémie. Très bien. On a aussi les cellules delta. Les cellules delta, c'est des cellules qui sécrètent la somatostatine. On le trouve où? À la périphérie. Oui. Et donc, quel est le rôle de la somatostatine? L'inhibition du glucagon et l'insuline. Très bien, très bien. Et le pourcentage de ces cellules, c'est combien? 5 à 10. Très bien. Très bien. Et donc, on a la quatrième variété, c'est les cellules PP, les cellules gamma. Les cellules gamma sécrètent quoi? Le polypeptide pancréatique. Et polypeptide pancréatique, donc il y a un dos de rôle. C'est quoi le rôle de polypeptide pancréatique? L'inhibition de la sécrétion pancréatique. Et diminue la tension artérielle. Et avec un pourcentage de 1%. La localisation des cellules PP où? Périphérique. À la périphérie et surtout au niveau de la tête. De la tête. La tête du pancréas. Très bien. Oui. Voilà ce qui concerne la structure ou les cellules du pancréas endocrine. D'accord? Donc, je répète pour le pancréas endocrine. Donc, le pancréas endocrine, c'est l'ensemble des îlots de Langerhans. Chaque îlot de Langerhans est entouré par une capsule. Cette capsule est donc fine. Faite de quoi? Faite de fibres de réticuline. Donc, l'îlot de Langerhans, ou le pancréas endocrine, c'est une structure trabéculaire non orientée, faite de travées ou des cordons cellulaires. Donc, entre les travées cellulaires, il y a un riche réseau capillaire. Riche réseau capillaire. Donc, le type des capillaires sanguins, ce sont des capillaires fénétrés. Donc, après coloration spéciale et une technique immunohistochimique, ils ont donc décrit 4 types de cellules. On commence de la périphérie vers le centre. On a donc, à la périphérie, on trouve les cellules alpha. Les cellules alpha ou les cellules A. Ce sont des cellules volumineuses. Sécrétant quoi? Le glucagon. Le glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante. Par la suite, avec un pourcentage donc de 20 à 30%. Par la suite, on a donc les cellules bêta ou les cellules B. Les cellules B, avec un pourcentage, sont des cellules les plus fréquentes, de 70 à 80%, des cellules de l'élo. Donc, ce sont des cellules donc plus petites par rapport aux cellules A et avec des grains de sécrétion développés, sécrétant quoi? Sécrétant l'insuline. L'insuline, c'est une hormone hypoglycémiante. Elle diminue le taux de glucose dans le sang. Par la suite, on a les cellules delta. Les cellules delta. Pardon? Madame. Oui. Pour les cellules D ou delta, est-ce qu'elles sont dispersées ou et périphériques? Est-ce qu'elles sont à la périphérie ou bien au centre? C'est-à-dire ils sont dans tout le parenchyme, dans tout le pancréas endocrine, mais surtout à la périphérie. Oui. À la périphérie, d'accord, merci. Surtout à la périphérie. Merci. Voilà. Et donc, avec un pourcentage, sont moins nombreuses par rapport aux cellules alpha 5 et à bêta. 10. Avec un pourcentage de 5 à 10%. 5 à 10%. 5 à 10%. Très bien. Et on a sécrétant quoi? La somatostatine. Quel est le rôle de somatostatine?
Inhibe la sécrétion de glucagon et l'insuline. Très bien. Et aussi, elle régule la sécrétion de la vésicule biliaire. Très bien. Et là, les cellules, la dernière variété cellulaire, c'est les cellules PP. Les cellules PP ou les cellules gamma. C'est des cellules. Donc, nous traitons quoi? Le polypeptide. Les polypeptides. Avec Les polypeptides. Les peptides pancréatiques. Et avec un pourcentage de 1-2%. 1-2%. Localisé où? La périphérie du dos est prédomine dans la tête du pancréas. Voilà. Il n'existe que dans la tête du pancréas. D'accord? Et donc, localisé à la périphérie de la cellule. D'accord? Et quel est le rôle du polypeptide pancréatique? C'est l'inhibition de la sécrétion de la tension artérielle. Avec la diminution de la tension artérielle. Très bien. Très bien. Madame, elle se trouve seulement à la périphérie. Oui, surtout à la périphérie. Mais beaucoup plus au niveau de la tête du pancréas. Et au niveau du corps, presque ما نلقاوهمش هاد لي cellules. D'ailleurs, حتى داروا des réactions immunohistochimiques, داروا une technique spéciale باش نلقاو هاد لي cellules PP. D'accord? D'accord, merci. Alors, voilà ce qui concerne la structure du pancréas. Donc, je vous donne juste un exemple comme pathologie dans le pancréas endocrine, c'est le diabète. Donc, le diabète, c'est une maladie qui est due à une insuffisance de production de cellules. Quelles cellules? Bêta. Des cellules B. Bêta. Très bien. Les cellules bêta, c'est-à-dire les cellules qui sécrètent l'insuline. Grâce à plusieurs causes, c'est-à-dire dû à plusieurs causes. D'accord? Soit une destruction des cellules, soit c'est-à-dire une maladie qui va attaquer les cellules bêta, ou bien. Madame. Oui. Il y a des fois le diabète, même s'il y a sécrétion de l'insuline, mais. Oui, c'est la résistance. Elle ne fonctionne pas. Le problème n'est pas au niveau de la glande. Oui, il y a la résistance aussi. Parce que le diabète, déjà, il y a le type 1 et il y a le type 2. Le type 1, c'est un diabète qui est insulinodépendant. D'accord? Donc, là, il contient une destruction des cellules bêta. Donc, ils vont donner directement l'insuline, c'est-à-dire par voie injectable. Il y a le deuxième type, c'est le diabète non insulinodépendant. Ça veut dire que là, il y a juste un traitement oral. Et donc là, il y a, par exemple, on trouve beaucoup plus, il y a une résistance à l'insuline. C'est-à-dire chez les personnes qui sont obèses avec un trouble un dépôt, c'est-à-dire il y a de graisse, il y a des facteurs qui influencent sur le fonctionnement de l'insuline. D'accord? Genre qui va quotidien, mais il n'agit pas. Pardon? Il y a aussi des fois insuline, mais n'est pas efficace. Voilà, c'est dans le cas ici. Donc, c'est le cas d'insuline-résistance. Il y a une résistance à l'insuline. Madame. Oui. Je ne parle pas de la résistance. Je parle de, ça veut dire, il y a une sécrétion normale de l'insuline, mais elle n'est pas efficace. C'est-à-dire, lui-même n'est pas efficace. Oui, voilà. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent sur ça. D'accord? Par exemple, chez les personnes obèses, parce que surtout l'obésité qui est localisée au niveau de l'abdomen, elle dit que ça influence beaucoup plus. D'accord? Madame, pardon, congénital aussi. Oui, le diabète, il y a plusieurs facteurs. J'ai donné juste des exemples, c'est tout. D'accord? Madame. Oui. J'ai du mal à retenir tous les origines embryologiques. Pardon?
J'ai du mal à retenir toutes les origines des différentes glandes. Donc, je répète. On a étudié le complexe hypothalamo-hypophysaire, thyroïde, parathyroïde, surrénal et le pancréas endocrine et l'épiphyse. Oui. Et l'épiphyse. Et l'épiphyse. Donc, l'épiphyse, la neurohypophyse, l'hypothalamus, les trois, ils sont d'origine neuroectoblastique. D'accord? L'épiphyse, l'hypothalamus et la neurohypophyse sont d'origine neuroectoblastique. Neuroectoblastique. Ou neuroectodermique, c'est la même chose. Hein? Quand on dit neuroectoblaste, neuroectoderme, c'est la même chose. Et donc, on a le lobe antérieur, l'adénohypophyse est d'origine ectoblastique ou ectodermique ou épiblastique. D'accord? Oui. Et la thyroïde. Donc, la thyroïde, on a l'ébauche médiane et les ébauches latérales. L'ébauche médiane qui constitue donc la majeure partie de la glande. Et donc, il est d'origine ontoblastique ou endodermique. D'accord? À part les cellules C, les cellules parafolliculaires qui sont d'origine neuroectoblastique. Et donc, le parathyroïde, c'est à partir de la troisième et la quatrième poche ontoblastique, donc d'origine ontoblastique ou endodermique. Et pour les glandes surrénales, on a dit les glandes surrénales, elles ont une double origine aussi. Donc, mésoblastique ou mésodermique et aussi neuroectodermique. C'est par rapport à la médulo-surrénale. Donc, la médulo-surrénale est d'origine neuroectoblastique et la cortico-surrénale est d'origine mésodermique ou mésoblastique. C'est clair? Oui. Et l'épiphyse, donc, on a dit que c'est à une origine neuroectoblastique, neuroectodermique, et le pancréas endocrine, quelle est leur origine? Ontoblastique. Ontoblastique. Très bien. Ou endodermique. Voilà, c'est comme le pancréas endocrine et le pancréas exocrine. C'est-à-dire les deux, ils sont d'origine ontoblastique. Madame. Oui. Madame, ectoblastique, c'est le même avec hypoblastique. Oui, la même chose. Ecto ou épiblastique, c'est la même chose. Ou ectodermique. Merci, madame. Parce qu'il a la nomenclature qui se diffère. Donc, avant qu'elle nous parle ontoblaste, ectoblaste, épiblaste, maintenant, j'aurais reconnu qu'il a la nomenclature la plus, c'est-à-dire sur le plan international, il dit mésoderme, endoderme, ectoderme, voilà. Mais c'est la même signification. C'est clair? Madame, je compte les mésoblastiques. Mésoblastique, c'est les glandes surrénales. Les glandes surrénales, plus précisément, la cortico-surrénale. Parce que la surrénale a une double origine. Médulo-surrénale d'origine neuroectoblastique et la cortico-surrénale d'origine mésoblastique. Voilà. C'est le reste donc pour les glandes génitaux. Donc, quand on fera, Inch'Allah, on va détailler le nombre. Madame. Oui. Au sujet des détails, on pourrait s'abstenir et nous limiter seulement au cours. Le cours de Madame Khandaq, oui, parce qu'il y a trop de détails, les visios sont trop longues. C'est un peu fatigant. Le détail. Oui, on doit prendre note de tous les détails, on doit voir les visios et c'est fatigant. Et assister, c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est-à-dire par rapport au... Je n'ai pas compris, le polycope fait le détail à la physio, c'est ça? Non, madame, notre délégué nous a informé que vous lui avez dit que... C'est-à-dire... Vous avez... C'est par rapport au détail que je le donne. Oui. Madame, écoutez, notre délégué nous a informé que vous lui avez dit comme quoi on doit étudier depuis le cours de Madame Khandaq et voir vos visions. Regardez, donc écoutez d'abord. Donc par rapport au cours, donc vous travaillez avec le PDF, avec le PowerPoint.
qu'est-ce que j'ai ajouté, moi? J'ai ajouté le développement embryonnaire de la thyroïde. D'accord? On a trouvé le diapo dans le drive. Ce que j'ai donné, donc quand même, c'est des notions, des informations en plus. Et comme vous le savez, je suis histologiste. Donc, j'arrive ما نقدرش ما نديرش هذوك les détails. D'accord? Oui, madame. Donner les détails, c'est pour vous, mais pour l'examen, donc, comme juste le polycope de Madame Rina, mais avec le développement embryologique de la thyroïde. Madame, pour vous, en considération, juste pour l'examen, c'est un peu chargé quand même. Pardon? Déjà, les cours de Madame Khanda sont assez chargés. C'est assez chargé. Oui. C'est assez chargé. Léger, hein? Non, c'est des cours qui sont légers, vraiment. Hein? Parce qu'elle n'a pas trop détaillé. Elle n'a pas trop détaillé. Madame Zama, prendre chaque cours individuellement, oui, mais avec l'accumulation de tous les cours, tous les modules et tout, donc c'est un peu flou pour nous. Parce qu'on est très en retard, surtout à les cours présents. Parce qu'on est très en retard. Non. On n'a jamais fait de cours. Pourquoi l'histologie, pas des autres modules? Par rapport à notre module? Non, les autres modules. On est en retard, oui, on n'a jamais fait de cours en présentiel et les visios, à chaque fois, ils les reportent. Oui. C'est par rapport à la physiologie. Vous ne faites pas les cours de physio? Non, d'une façon générale. D'une façon générale, surtout pour l'anatomie, la biochimie, la physiologie, il reste 2 séances. Pardon? C'est surtout le retard, c'est pour l'anatomie et la biochimie. La physiologie, il reste 2 séances, je pense, et on termine. Donc, comme si on aura le temps. Je vais ajouter un autre cours. Sinon, on fera ce qu'il y a, donc c'est-à-dire l'embryologie, parce que c'est intéressant l'embryologie des appareils génitaux. Il y a aussi les ovaires, les testicules et la glande mammaire. Donc, il reste presque 4 cours. 4 cours, on fera, Inch'Allah, peut-être en 4 séances. 4 séances, peut-être. Madame, il nous reste combien de cours? Ah? Il nous reste que 2 semaines. Donc, quand même, donc ça fait 2 semaines écrit au Légion. Donc, on va essayer de faire la semaine prochaine, on va faire 3 séances, comme cette semaine. Et donc, pour la dernière semaine, donc on fait soit une séance ou 2 séances. Madame, tu vas ajouter une chose. Madame, est-ce qu'il y a une possibilité de ne pas faire, de nous ajouter le cours? Hein? Est-ce qu'il y a une possibilité de ne pas... Thomas m'a comme حابين نزيد لكم un autre cours, c'est ça? Oui, madame. Oui, parce que c'est déjà trop madame, s'il vous plaît. Mal à les retenir. Oui, trop chargé. Trop chargé. D'accord. Oui. D'accord. Je vais laisser. Merci beaucoup. La prochaine année, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, parce que. C'est quoi la prochaine séance, s'il vous plaît? Des futurs médecins. Vous êtes des futurs médecins, donc ça fait, donc vous passez au 3e année, 4e année, au 5e année, le module de gynécologie, qui dit le module de gynéco, donc من بعد نتوما تبداو تهضروا على لي بروتي تهضروا على لا ميكاز فاجينال على لوتيروس وانتم ما تعرفوش لا ستركتور تاعو سي كوميم non. Donc même pour l'appareil génital mâle aussi. Donc ثاني qui dit le module de donc c'est la même chose. Donc تروحوا تهضروا على les pathologies alors que نتوما la structure ما درتوهاش. C'est pour vous. ديروها مليح في راسكم بلي c'est pour vous. هاد لي cours وهاد les notions de base c'est pour vous. Vous êtes des futurs médecins الله يبارك. D'accord. Madame, est-ce que si on reste la partie... Madame, peut-être qu'on peut les faire ça sans trop détails. Brièvement, oui. Moi, ce que j'ai fait
donc j'ai essayé de faire un cours très raccourci, c'est-à-dire je passe sur les points essentiels. Oui. Pour les points essentiels, je ne détaille pas trop la structure, mais c'est que savoir, quand même, il faut savoir l'utérus, quand même, structure, quelle tunique, شحال عنده une tunique, et chaque tunique où je suis là, comme ça vous comprenez, d'accord? Voilà. Oui. Les cours, c'est pour vous, comme c'est pour vous, c'est des notions de base pour vous. تلقاوهم prochainement. Donc تقولوا peut-être راهي تهضر هكا علاش يدخل لنا هكا وسي شارجي تو مساحه من بعد كي تلحقوا تولي محمد. C'est vrai. Parce que vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Donc on va essayer quand même, on va faire les daqdam, Inch'Allah. On aura quand même un petit cours haka qsir. L'essentiel, c'est des points essentiels. Et la مكفاناش الوقت donc نخليو les cours هذوما كيما. D'accord. Oui, madame. La thyroïde. Oui, madame. Les cellules de Weber. Donc pour la prochaine séance. Oui. Les cellules de Weber, c'est les mêmes que les cellules claires. قلت لك هذه سي رست des hypothèses. أنا قلت لك قلنا أنك c'est selon la coupe. Donc ils ont fait une coupe tangentielle. Donc c'est par rapport يطيحوا une coupe transversale باش في الvésicule thyroïdienne. Donc qui داروا هذيك la coupe juste c'est des cellules folliculaires. Alors que les autres, c'est-à-dire avant, c'est des cellules claires, c'est-à-dire des cellules parafolliculaires. Il y a autre étude. C'est des cellules, c'est un tissu thyroïdien inactif, c'est-à-dire des cellules souches qui peuvent se transformer en vésicule thyroïdienne. D'accord? Donc, c'est des hypothèses. C'est des cellules folliculaires. Alors qu'il y a d'autres, c'est des cellules qui ont le même aspect de cellules parafolliculaires. Donc, il y a d'autres, c'est des cellules souches. D'accord? Donc, c'est-à-dire, selon la référence, le référent, donc d'ailleurs, Madame Khandar, normalement, elle va faire un écrit sur les cellules de Weber et les cellules de Wolfer. Mais par rapport à l'examen, donc même si je suis l'examen, non, juste la partie. Madame. Ça ne veut pas dire que c'est faux ou je fais le polyphone. Parce que quand certains. Madame. Oui, oui. Désolée de vous interrompre, mais c'est pourquoi la prochaine séance? Et justement, est-ce que c'est possible, on fera le samedi? Le samedi est gay. Samedi, oui, ce samedi-là. Oui, madame. Inch'Allah. On n'a rien normalement, on a. Vous n'avez rien? Pas de cours. On a un cours de physio. À quelle heure? 16h. 13h. 16h. 16h. 16h, ouais. Alors, on fera à 13h. Là, c'est chargé pour vous. Le matin. Sinon, on fera le matin. Hein? Si vous voulez, à 13h. C'est bien à 13h. Oui, à 13h. À 13h. C'est mieux. Oui. Si vous voulez, on fera à 10h. C'est comme vous voulez. Non, madame, 13h, c'est mieux. Non, moi, 13h, c'est mieux. 13h. Oui, à 13h. Voilà, c'est très bien. Inch'Allah. Madame, s'il vous plaît, concernant les capillaires de la zone glomérulaire, est-ce qu'ils sont de type sinusoïde ou bien fenêtrés? Fenêtrés, toujours. Ok. Il faut retenir que tous les capillaires, le système endocrinien, garde type fenêtré. Madame, mais aussi, concernant le développement embryonnaire de la glande thyroïdienne, certes, elle s'achève à la 7e semaine, mais est-ce que son activité commencera à ce moment-là? Oui, oui. Ok, donc à la 7e semaine, l'activité de la glande thyroïdienne va commencer. Voilà. Ok, merci. De rien. Donc, samedi, Inch'Allah, à 13h, d'accord? On commence l'embryologie et la partie de reproduction, Inch'Allah. D'accord? Oui, madame. Oui. Donc, seule la thyroïde qui est vésiculaire. Les autres glandes qu'on a fait sont tous trabéculaires, c'est ça? Oui, oui, oui. C'est la seule glande. Il faut retenir ça. C'est la seule glande vésiculaire
et la seule glande les tremper le stock les organes dans une cavité. D'accord? C'est la seule. Les tremper la cavité centrale, c'est-à-dire la colonite. D'ailleurs, quand on fera le service, on fait des cytoponctions thyroïdiennes. Et donc, quand on fait le prélèvement, donc on voit la substance colloïde et on voit les cellules folliculaires. C'est des petites cellules, oui. C'est-à-dire, si vous voulez, donc si vous êtes intéressé, dans le service d'histologie embryologie, IJCTS. Voilà. Et pour la zone glomérulée, on trouve quelles cellules? Genre les cryptolipodocytes ou bien les mérolipidocytes? Quelle zone glomérulée? Oui. On trouve les cellules contiennent des vacuoles lipidiques, mais ne sont pas vraiment importantes. C'est le premier type, les microlipidocytes, je pense. J'oublie leur nom parce que les noms sont difficiles. Madame, je pense que c'est les mérolipocytes, un truc comme ça. Voilà, c'est les mérolipidocytes. Voilà, merci. Les mérolipidocytes. Leur nom, c'est quand même. Et les noms, l'essentiel contiennent des vacuoles. Ils sont quand même volumineux, mais pas comme les vacuoles lipidiques qui se trouvent au niveau de la zone fasciculaire. D'accord? Mais pour la mérolipidocytes. Voilà, les mérolipidocytes. Et pour le troisième type, c'est les cryptolipidocytes. Voilà. Mais surtout les spongiocytes. Vous retenez les spongiocytes qui présentent des vacuoles lipidiques, des liposomes qui se trouvent au niveau de la zone fasciculaire. D'accord? Qui sécrètent les glucocorticoïdes. Donc, les cellules de la zone fasciculaire sécrètent les glucocorticoïdes. C'est clair? Donc, les cryptolipidocytes, c'est au niveau de la zone réticulée. Voilà. Parce que c'est des cellules qui contiennent des grains c'est des petits grains par rapport aux autres. D'accord, merci. Et les cellules de la zone réticulée, c'est des cellules qui sont pauvres en organique, même les grains, ils sont petits. Les cryptolipidocytes, voilà. C'est bon? Madame, Madame, le sable pinéal, on va retenir que la matrice est organique ou inorganique? Je vais répondre la prochaine séance, Inch'Allah. Moi, j'ai trouvé matrice organique. Et donc, je vais contacter Mme Khandaq et je vais voir. D'accord? Peut-être elle a juste une erreur de frappe. Donc, je vais voir. D'accord? Donc, concernant les cellules de Weber, donc on va la supprimer, c'est ça? C'est-à-dire, Madame Khandaq, elle va faire un écrit concernant les cellules de Weber, mais qui m'apporte comme ça tombe pas l'examen. Mais ça ne veut pas dire que juste dire une rectification, mais ma l'examen. D'accord, voilà. Merci. Madame, à propos de la thyroïde. À propos de la thyroïde, à quelle période elle débute sa vie intra-utérine? J'ai pas compris la question. À propos de la thyroïde. Oui. La vie intra-utérine de la thyroïde. Elle la débute vie intra-utérine. Oui. Oui. C'est dans la 7e semaine qu'elle débute. Oui, généralement entre la 8e, des fois la 10e semaine. Je suis pour la vie intra-utérine. D'accord, merci madame. Voilà. Madame, donc pour les